On a souhaité organiser avec la commune un petit moment de partage, ou un long moment, comme c'est vous qui verrez, un long moment de partage autour de l'histoire minière. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, depuis quelques années, on a monté un projet entre la commune de Puy-Saint-André et la commune de Puy-Saint-Pierre pour valoriser le patrimoine minier de la commune, des deux communes. Pour vous faire un rapide topo, on a déjà commencé quelques travaux l'année dernière du côté de Combarine. On a amorcé quelque chose, on a fait des chantiers un petit peu aussi sur Puy-Saint-André. Et cette année devrait être l'année où on devrait, non pas tout finir, mais quasiment, en 2025, pour ensuite avoir une livraison, on va dire, du projet en 2026. L'idée qu'on a, elle est assez simple, c'est qu'on a une chance unique et assez énorme d'avoir, dans un périmètre tout petit, un condensé de l'histoire minière du Briançonnais. Donc pour commencer, là vous avez vu qu'il y avait des travaux à Roche-Pessa, la galerie. Donc là ils sont en train de sécuriser la galerie pour qu'on puisse avoir un accès et qu'on puisse y pénétrer de manière sécurisée, d'amener des gens dans des bonnes conditions. Sur une 60aine de mètres, puisque la galerie fait une petite centaine de mètres. Donc on peut rentrer à l'intérieur d'une galerie qui a été exploitée jusqu'en 1921. On ne sait pas encore depuis quand, avant les années précédentes, depuis quand elle était exploitée, mais ça on le verra plus tard. Il y a aussi deux autres galeries qu'on a redécouvertes, qui avaient été sauvées, et qu'on peut visiter, mais dans des conditions de spéléologie. Voilà, faut avoir envie de descendre des petites échelles. Donc ça, c'est le premier site qui permet d'aller sous terre. C'est exceptionnel en France, d'aller sous terre dans une mine de charbon. Ça n'existe pas à ma connaissance. Il y a d'autres mines qu'on peut visiter de charbon en France, mais c'est des reconstitutions en général. Donc là, on va sous terre. Donc on a vraiment un endroit exceptionnel qui est très facile d'accès, à part cette condition de sécurité qu'il fallait poser. Ça, c'est le premier site. Le deuxième, c'est Combarine, qu'on rejoindrait par la route. Combarine, le plus gros site industriel du Briançonnais, mine industrielle très très importante jusqu'en 1962, qui a toute son histoire, qu'on va pouvoir retracer parce qu'on est tombé sur plein de documentation. On a une 50aine de plans, donc on sait exactement quand et quoi a été creusé. On a toute la chronologie du site. Et l'année dernière, avec le Club Vieux Manoir, que vous connaissez peut-être, qui avait participé à la restauration des Salettes en particulier, du fort du château, ils sont venus ici un été à la Kimpina pendant 15 jours et ils ont refait une galerie. Donc là, on peut voir le début, une entrée. Voilà, pardon. Des fois, j'ai des facilités de langage. Et donc, on peut voir à quoi ressemblait une galerie dans une certaine zone à Combarine. Et puis, on a fait des essais pour voir comment transporter des boisages avec les jeunes. On s'est aperçu que c'était tout à fait faisable. Deuxième site, on rejoindrait la route de Puy-Richard. Et à la frontière entre les deux communes, vous avez le torrent du Fossat, vous connaissez. Et si vous montez à quelques centaines de mètres, il y a 5 minutes à pied, il y a un four à chaux. La chaux, c'est très très fortement lié au charbon, parce que pour faire de la chaux, il fallait du charbon. Avant, on utilisait le bois. En Queyras, on a utilisé longtemps le bois, mais en Briançonnais, on a utilisé le charbon jusqu'à la Première Guerre mondiale. Exceptionnellement, juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait de la chaux avec le charbon. Et sans déflorer le propos, mais le prix du charbon était décidé en conseil communal, comme le prix de la chaux. Donc la chaux et le charbon, ça marche tout le temps ensemble jusqu'à la Première Guerre mondiale. On redescendrait sur la route de Puy-Richard, et quand on passe le rocher, là, on est dans le secteur dit du Fossat, mine du Fossat, qui est assez bien connu. Et quand on descend vers le sentier du facteur, avant l'effondrement que vous avez peut-être entendu parler, on tourne un peu à gauche, là, il y a un chantier pour des prisonniers en période probatoire, qui l'année dernière, on refait l'accès. On a bossé avec les scouts, qui ont commencé à travailler l'automne dernier. On aurait dû y aller demain, donc on avait préparé plein de trucs pour demain. Donc le VTM, l'ancien CPIE, nous a aidé à préparer des choses lundi pour remettre en valeur cet endroit qui était la mine communale de la commune de Puy-Saint-André. Et cette mine communale, elle a une histoire tout à fait particulière et très intéressante, dont on parlera rapidement, et qui est tout à fait singulière dans l'histoire briançonnaise de l'exploitation du charbon. Ensuite, on va créer un chemin qui va descendre jusqu'à la mine dite des Anvers, celle que vous voyez, que vous ne voyez pas ou que vous voyez, que vous devinez, quand on sort du village en face de chez Monsieur Hermite. Il y a un petit chemin là qui monte, où il y avait les filets de protection. Et là, il y a la mine des Anvers. Donc si la mine du Fossat était une mine paysanne plutôt du 19e siècle,
La mine des Anvers, c'est une mine paysanne du XXe siècle qui a fonctionné depuis longtemps, exactement, on verra. Ça a démarré à 34 ans. Voilà, il y a des possibilités que c'est même démarré avant, enfin, mais on n'en aura pas la preuve en tout cas. Et en tout cas, ça a fermé en 53. Donc, 54, avril 54. oui, l'hiver 53-54. Et donc, c'est le père de M. Barnéou qui est là, qui a été un des derniers mineurs à exploiter cette zone-là, qui est encore vivant et on a pu recueillir son témoignage il y a quelques mois, qui nous a expliqué comment ça fonctionne. Donc, en fait, sur un tout petit périmètre à pied, il y a 2,6 km, on a fait le calcul, on arrive à voir toute l'exploitation minière briançonnaise et de la comprendre, en fait. Et l'idée, c'est de la partager avec le plus grand nombre. Donc, cette chance, elle est unique. Elle avait déjà été... Et ça, c'est le comble de ces histoires-là maintenant, d'aujourd'hui. Elle avait déjà été pensée et réfléchie en 90 par Raymond Lestournel et la Société géologique et minière. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui, juste avant d'arriver, en interrogeant une dame de Puy-Richard qui avait ça dans son placard. Parce que son père, on l'a interrogé, on l'a interviewé, comme on dit, et elle nous a montré ça. Donc, il y avait l'idée de faire un musée à la Sagnette, vous voyez, les bâtiments qui sont tout en ruine maintenant, et déjà d'avoir cette zone-là. Donc, c'est vraiment un hasard parce qu'on n'a pas fait exprès de reprendre le projet quasi à l'identique. La différence, c'est qu'il y avait un musée à 1,5 million de francs et que nous, le projet ne sera pas de cette envergure-là. Il n'y aura pas de musée, encore que. On peut avoir une petite surprise dans les semaines qui viennent. Donc, moi, je suis en charge de la coordination de ce projet, de faire vivre tout ça à la fois dans les communes, avec les scolaires, car chaque site que je vous ai décrit va être remis en valeur par des habitants du Briançonnais, et en particulier des jeunes, parce qu'on a voulu que cette mémoire se transmette avant qu'elle disparaisse. Elle disparaît des paysages, puisque si vous vous promenez, vous verrez qu'on ne voit plus grand-chose. C'est pour ça qu'on tient à mettre ces cadres de galerie, en fait, pour qu'il y ait l'idée qu'il s'est passé quelque chose, même si ça commence vraiment à disparaître. On voit quand même quelques terrils. Oui, mais si on n'a pas l'œil, on ne sait pas à quoi ça réfère. Même les terrils deviennent... Et même les terrils, disparaissent sous la voilà, là, on avait fait la même veillée avec Puy-Saint-Pierre, et il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Keck, qui est un mec qui s'occupe des Offenbach-Yad, le festival Offenbach. Et lui, en fait, il est fan de mine depuis qu'il est gosse, et il nous a envoyé 12 photos de la mine des Anvers, que personne ne connaissait. Et on on voit les terris, ils sont magnifiques, ils sont noirs. Quand vous y allez maintenant, on ne les voit plus. Ils disparaissent. Et donc il y a deux missions, c'est sauver de la mémoire, de cette mémoire qui disparaît, parce que les derniers mineurs sont âgés. Moi, je connais bien Villars-Saint-Pancras, il n'y en a plus, je crois, à Villars en tout cas, qui ont exploité, vraiment de manière très très marginale. Et des paysages, c'est-à-dire c'est en train de disparaître. Autant un Fort Vauban, avant qu'il disparaisse, on a du temps. Autant les mines, ça va commencer à disparaître. Et donc l'objectif du jour, c'est en fait de conserver cette mémoire avec les témoignages que vous êtes en capacité de nous donner ou pas, dans la mesure où en fait un témoignage, on se rappelle de choses qu'on a envie de partager. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager, puis il y a des choses qu'on a envie de partager. Et la mémoire oublie des fois, ou la mémoire, elle surestime des choses qu'on a vues. Et donc, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir une perspective historique en archives et d'avoir une perspective de recueil de témoignages pour alimenter les panneaux qu'on va faire. Panneaux qui seront des panneaux de lecture classique, mais aussi des jeux pour les enfants, et aussi sûrement des QR codes pour éviter de mettre des panneaux partout, où il y aura les témoignages qu'on aura recueillis ce soir, la fois précédente, ou avec d'autres types de personnes. Voilà. Une des expériences qu'on aimerait monter, si c'est possible, à Combarine, il y a eu des ouvriers d'origine étrangère à partir de 26, des Grecs, des Hongrois, des Tchèques, tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qui a fait l'immigration en France, Polonais, etc., qui ont vécu dans des maisons. Et on va essayer de faire parler des gens de ces nationalités-là, des Algériens, voilà, après-guerre, des Espagnols qui étaient venus ou des Espagnols et qui sont venus en 1939, des Allemands après-guerre qui étaient prisonniers de guerre, et de les faire parler dans leur langue d'origine, par exemple. Ça pourrait être une manière de faire. Voilà, j'espère que j'ai été complet. À Puy-Saint-Pierre, on a organisé ça il y a quelques semaines. Il y a des gens qui sont venus simplement écouter, juste pour savoir que ça existe, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tout ça a existé et l'ampleur du phénomène que ça a pu avoir. Et il y a d'autres gens qui sont venus vraiment pour témoigner de manière très riche et très dense. Et il ne faut pas hésiter à vouloir témoigner. Là, il n'y a pas de jugement de valeur sur la qualité ou non d'un témoignage. Il n'y a pas de note.
Voilà. Quoi vous dire? Est-ce que les quelques documents qu'on a, voilà, je fais maintenant la chronologie de cette histoire minière. Après, je vous donne la parole. Je monopolise pas la parole, c'est pas ça qui m'intéresse. L'histoire minière, moi, je l'ai étudiée à la faculté. Mon grand-père m'a toujours amené sur les mines du coin, et donc à la faculté, je savais pas trop quoi faire, et donc j'ai étudié les mines. Mais ce qui m'intéresse dans les mines, c'est pas le burin, c'est pas le marteau, c'est pas la technique minière. C'est très intéressant, mais c'est pas ça. Moi, ce que je trouve passionnant dans l'histoire minière, c'est que c'est révélateur d'une forme. C'est un mot qui va pas plaire à tout le monde, ou qui en tout cas qui est galvaudé. C'est qu'une forme d'identité briançonnaise, en tout cas d'une culture briançonnaise qui émane à cause de ça. On n'est pas pareil qu'en Queyras, on n'est pas pareil qu'en Savoie, on n'est pas mieux, on n'est pas pire, mais il y a quelque chose de différent qui est ici. Et la mine exprime ça en fait. Ce qu'elle exprime particulièrement, c'est l'idée qu'on se fait des biens communs. L'idée, surtout à Puy-Saint-André, c'est qu'on a toujours perçu la mine comme un bien commun. C'est ça qui est fondamental, qui est le concept le plus intéressant, c'est celui-là. Donc en fait, l'histoire minière briançonnaise, elle commence avec Vauban, comme beaucoup de choses ici en tout cas. Vauban, en tout cas ces ingénieurs, quand ils voient l'état des forêts, vont exploiter le charbon pour une raison simple, c'est qu'on ne va pas taper dans les forêts qui sont communales, parce que sûrement on va avoir l'opposition des populations et il n'y a pas besoin. Donc lui, il va arriver avec cette technologie-là, la technologie du charbon, et donc il va s'en servir pour la chaux. Donc dans le Briançonnais, il y a une centaine de fours à chaux, il y en a une dizaine dans les fossés du Fort des Têtes. C'est vraiment cette technologie-là qui arrive. C'est là que ça commence, à Villars-Saint-Pancras, vers 1733. Il y a un code minier, tout ça commence à être organisé, ça fonctionne, et puis ça périclite, ça n'existe plus pendant des dizaines et des dizaines d'années. La société briançonnaise n'ayant pas besoin du charbon, elle s'en préoccupe pas. Arrive le 19e siècle, il y a 3 raisons majeures qui font que les Briançonnais vont se tourner vers le charbon. On est dans un petit âge glaciaire, et la décennie des années 1830-1840 est encore plus froide. Donc il faut se chauffer. On ne peut plus accéder aux forêts parce qu'en 1827, il y a le code forestier qui limite l'accès drastiquement aux forêts. Cette fois, là, l'État, il y va fort. Et on ne peut plus aller dans les forêts. Donc ça, il fait froid. On ne peut plus accéder au bois pour chauffer. Et on est dans l'optimum démographique. C'est-à-dire c'est le moment où en Briançonnais, il y aura le plus de monde ici, sur place. Donc on est la région des Alpes la plus peuplée au 19e siècle. La plus peuplée. C'est colossal. Je crois qu'il y a encore plus d'habitants mi-19e qu'aujourd'hui. Donc il va y avoir énormément de gens, et ces gens-là, ils ont froid, mais c'est surtout qu'en fait, ils ont comme seul échappatoire la migration. L'histoire briançonnaise fait qu'il y a eu des peigneurs de chambre au 18e, il y a eu des colporteurs, il y a eu des instituteurs, et qu'à chaque fois on s'est adapté. Et au 19e, les gens vont devenir mineurs. On estime, d'après les calculs qu'on a fait, qu'à cette époque-là, au 19e, 10% de la population part chaque année de manière plus ou moins définitive. S'il n'y avait pas eu le travail minier, c'était 20%. Donc on imagine la saignée démographique que ça représente. Donc le charbon briançonnais, il n'a pas de valeur économique, je ne l'ai pas dit en introduction, c'est un anthracite de mauvaise qualité, mais il a une valeur sociale en fait. Sa valeur, c'est de donner du travail à des gens qui sont des pluriactifs. Voilà, c'est ça son truc. Donc ça, on va mettre en concession le territoire briançonnais tout au long du 19e siècle, en 2 phases, les années 1830-1840, 1850-1860, et ce charbon va devenir un charbon social. Il y a 2 moments dans l'histoire où il va avoir une valeur économique, c'est pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement parce que les puits sont aux mains des Allemands, et en étant aux mains des Allemands, il va falloir mettre en production du charbon ailleurs, donc on va se tourner vers le charbon briançonnais. Le pic d'exploitation, c'est 1917. Il y a plus de 100 000 tonnes. D'habitude, on est entre 10 et 20 000 tonnes annuelles. Ce qui représente rien du tout. C'est 0,01% de la production française. D'où le fait qu'on n'ait jamais nationalisé ici. Ça représente, en 1868, ça représente une journée de production du bassin de Saint-Étienne. On est sur rien. Pour ça. L'importance que ça a n'est pas dans la production de ce qu'on va fournir, n'est pas dans l'usine qu'on va pouvoir alimenter, approvisionner, il est dans cette perspective sociale. Et en fait, le charbon, à partir de l'exploitation du charbon, va péricliter dans les années 60, quand les Briançonnais vont se tourner vers le ski, le climatisme, les douanes, tous les métiers que vous connaissez. Et donc là, ça va s'arrêter. Et à partir des années 80, définitivement, 88, à Villars-Saint-Pancras, la dernière mine paysanne ferme, 89, Raymond Lestournel, prof de SVT avec Raymond Siriou, commence à vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, on rentre dans un processus de connaissance qu'il n'y avait pas avant.
voilà, brosser à gros traits l'histoire briançonnaise de ce charbon-là, qui, je pense, d'après ce que je vois, est assez méconnu. Et je pense que l'intérêt qu'on a ce soir de se réunir, c'est de parler de tout ça pour que ça fasse un peu boule de neige et que ça soit transmis en particulier aux jeunes générations. C'est pour ça qu'on les amène sur site. Il y a les éclaireurs, il y a la SECPA du Collège des Garcins qui va faire des wagonnets, il y a le lycée technique qui fait les essieux, il y a les scouts qui vont faire des mines, et il y a le centre social qui va s'en occuper, plus les habitants des deux communes. Ceux de Puy-Saint-André feront à Puy-Saint-André, ceux de Puy-Saint-Pierre feront à Puy-Saint-Pierre, et ceux qui veulent faire chez les voisins seront agréablement invités à le faire aussi. Donc voilà. Des Anvers, il y avait les deux. Oui. Il y aura les deux. On invitera à chaque fois les gens, les habitants des deux communes. Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de recueillir les témoignages de gens comme vous, qui habitez ici depuis longtemps ou pas, et qui avaient envie de partager ça, que nous, on puisse s'en servir comme un matériau historique, comme un autre, et de se dire de quoi on va parler. Mais je vous donne un exemple. Les joies d'Internet permettent quand même de diffuser ça. Il y a un généalogiste de Savoie qui vit en Corse, qui avait sa famille à Puy-Saint-Pierre. Il a appris ça et il nous a donné toute la filiation de sa famille, qui habitait à Rochat-Garnier, la maison dans laquelle des Polonais sont venus, etc. Et donc on va pouvoir essayer de faire un panneau ou un QR code sur cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut déboucher sur ça. Lors de la réunion, on a rencontré ce monsieur Keck et il nous a filé des photos et un film, le seul film que je connaisse sur les mines, qui se passe au Fraissinet à Monétier. Et on a 5 minutes de gens qui font semblant de travailler, je pense, enfin, juste pour la caméra. Voilà, c'est une reconstitution, on va dire, comme beaucoup de films d'époque. Et on les voit en train de travailler dans les années 60, je crois. Donc voilà, l'idée c'est que vous témoignez de ce que vous voulez et que nous on en fasse quelque chose du mieux qu'on peut et en respectant toute cette mémoire-là qui va disparaître si on ne témoigne pas maintenant. Voilà, j'ai fini pour moi. Maintenant c'est à vous. Peut-être faire un tour je vais dire de table, pas de table, mais un tour d'horizon de pourquoi vous êtes là, vous présentez pourquoi vous êtes là, et après on refait un tour de table où vous pouvez exprimer ce que vous avez à raconter. Est-ce que ça vous va? Bon, ben, Gérard Barnier-Courbet. Donc, toute ma famille est originaire de Puy-Saint-André. Donc, moi, j'ai une habitation à Puy-Saint-André. Voilà, donc, je m'intéresse tout particulièrement à la vie de Puy-Saint-André. Depuis très longtemps. Voilà, puis bon, on a eu l'occasion de pas mal discuter sur les mines, du fait que mon père est apparemment le dernier survivant des gens qui ont travaillé dans les mines à Puy-Saint-André. Et bon, c'est un sujet qui me passionne moi aussi. Voilà. Donc, pour cette raison que je suis impliqué également dans cette aventure. On verra, voilà. Véronique Jahed, j'habite à Puy-Saint-André que depuis 1990, donc je viens vous écouter. Alors, Monsieur Auger Michel, descendant de Barnay-Rousset de Saint-André, qui ont migré après à Puy-Chalmel, après l'incendie. Et moi, ça fait déjà pas mal de temps que je travaille sur des recherches sur Puy-Saint-André. Et tout ce qui s'est passé à Puy-Saint-André m'intéresse, et c'est pour ça que je suis venu. Voilà. Bon, alors avec les rues, moi je suis venue écouter, voir si on ne dit pas trop de bêtises. Ça, désolé, merci. Mais vous êtes à Puy-Saint-André depuis quelle année? Depuis pas mal de temps, mes grands-parents habitaient ici, mes parents aussi. Et donc vous avez une mémoire de Puy-Saint-André? Oui, non, mais j'écoute, puis je reprendrai si on dit des bêtises. Alors, moi, je suis Couette Prouvé, je ne suis pas native, bien sûr, du village. J'ai découvert le village qui me plaît énormément.
Et j'ai envie de connaître en fait comment les gens vivaient auparavant. J'avais entendu parler des mines, j'avais lu certaines choses. Et voilà, je viens écouter. Toi, Ginette Blé, née Barnéau-Rousset, du village. Grands-parents, parents, natifs d'ici. J'habite ici. Barnéau Arnoulé Christian, fils d'un séminaire, qui exploitait les 2 galeries sur la commune depuis Saint-André, ici. Une, mon père, et l'autre, le père de ce monsieur. Elles étaient une au-dessus de l'autre. Et on peut retrouver dans celle de mon père des vallonnés en état parce que sur une centaine de mètres, c'est tout du rocher, l'entrée. Donc, il y a eu le stockage du wagon et tout le matériel qu'utilisaient les anciens mineurs, c'est-à-dire des pics, des bords à mine pour faire des trous et faire exploser. Et je suis rentré peut-être 500 fois. Moi, je m'appelle Yasmine Stettner, j'habite depuis très peu sur la commune, depuis 2 ans, je pense, ça va faire, ou un peu plus. Du coup, moi, j'aime bien aller chercher un peu les mines à droite à gauche, balader, j'ai vu plein de traces, et du coup, voilà, ça m'intéresse d'en connaître plus. Nicolas Fries, moi je suis sur la commune depuis 2 ans comme Yasmine, et pareil, intéressé par l'histoire du village, juste curieux d'entendre les témoignages. Voilà. Oui, moi Luc Charbonnet, je suis arrivé en 1974 ici, attiré par le climat et la beauté du pays. Ce n'était pas les mines de charbon. Mais effectivement, depuis que je côtoie des personnes et que je me suis promené dans les nombreux sentiers qu'il y a ici, on passe à un moment quand même devant un terril où on sent l'histoire souterraine qui affleure en surface. Voilà. C'est cette histoire-là que j'ai envie d'écouter et de connaître, entre autres. Donc sur la commune, il y a eu des galeries dans différents secteurs. Et jusqu'il y a, on va dire, une trentaine d'années en arrière, ces galeries étaient accessibles. Pour des raisons de sécurité, les entrées ont été plus ou moins minées. Et ce qui fait que pour des gens qui extérieurs depuis Saint-André, originaires depuis Saint-André, personne n'était en mesure de soupçonner qu'à tel ou tel endroit existait des galeries et il y a eu des exploitations minières. Oui. Voilà. Donc, il y en avait une donc, en montant au camp, juste après la traversée d'un ruisseau. Il y avait une galerie qui était restée ouverte pendant X années, et puis une trentaine d'années, peut-être même plus, que cette mine a disparu. Et il y avait encore le terril, juste au niveau de la route, il y avait le terril qui était encore présent. Mais elle n'a jamais été ouverte. Elle n'a jamais été ouverte l'entrée de la mine. Oui, donc tu parles. Il y avait un terril là-dessous. Oui, non, le terril, il était peut-être, mais la mine, il y a un moment qui a été fermée. Moi, ça fait un moment que j'habite depuis Saint-André, donc je connais la musique. Et cette fameuse mine, donc vers les Cordes, elle est située où exactement? Juste après le ruisseau de la Combe. Juste après le ruisseau de la Combe. Mais ça fait le grand virage, juste à la sortie du virage, sur la droite. D'accord. À peine, allez, on va dire, 10 mètres du ruisseau. Au-dessus de l'arête. Donc, oui, virage, après l'arête, le virage, après, le ruisseau. Continue le torrent, le premier torrent qu'il y a. Là où il y a les fonds. Presque arrivé au camp. Et qui c'est qui l'aurait ouverte ou qui aurait voulu la travailler? J'ai le nom de ceux qui ont demandé l'ouverture de la mine, oui. 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 Y aurait-il Gabriel Barnéau-Rousset? Alors comme ça, je ne peux pas te le dire, il faut que je regarde. Ah d'accord. Parce que je sais que les frères à ma maman
aurait essayé d'ouvrir Alors il y a eu... une galerie en montant au Il camp. y a eu des demandes d'ouverture de mines pratiquement sur tout le territoire communal. Donc, il y a eu des ouvertures de mines, même à Pralamina. Là où il y a le ruisseau, que maintenant on appelle le torrent de Sacha, mais en fait à la base c'est le ruisseau du Bois, au niveau de la source du ruisseau. Ce secteur-là s'appelle le Fanjas. Et juste au-dessus, là il y avait une galerie qui restait ouverte pendant X années, puis finalement, apparemment, celui qui avait fait cette demande d'ouverture n'a jamais réussi à trouver quoi que ce soit. Ouais. Oui, c'est... Lui, normalement, n'a jamais... jamais... par lui interdire de continuer les travaux parce qu'il sortait des ramiers, qu'il est allé un peu de partout, et on lui a dit, maintenant stop. Oui, il faisait du... Et bon, il y a eu des ouvertures de galeries, des coups de pique un peu de partout sur la commune, parce qu'à une époque, tout le monde cherchait à trouver des filons comme il pouvait. Et finalement, c'est en fait le Fossac qui avait eu le plus de charbon. Il y a au niveau de Claudebert, là il y a eu une galerie privée qui a été creusée. Là, en fait, c'est une exploitation privée, et c'était le propriétaire qui avait creusé cette galerie. Il y a quelques années en arrière, il y a eu un effondrement. Oui. Et tout le monde s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'était. On a fini par dire que c'était ça, mais c'était un bardéou. Il n'y avait que ça. C'était un bardéou qui avait creusé cette mine, et puis bon... Ils ont détourné le et bon, c'est au Fossac qui ont été en fait découverts les plus gros filons. Les plus gros filons. Pardon, c'est où le Fossa? Pardon? Le Fossa. Le Fossa, c'est en fait à l'entrée depuis Saint-André, bon, vous avez le torrent. Oui. Le Fossa, c'est tout ce secteur. En fait, Fossa, c'est-à-dire fossé. Oui. Normalement, c'est même pas son nom, c'est pas le Fossa, mais ça a été, ce nom de Fossa a été attribué par la suite par rapport à la forme par rapport au relief. C'est là où il y a les Juste après là, où il y a le glissement de terrain. C'est la séparation, le torrent, c'est la séparation entre le territoire communal de Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André. C'est Foussa, non? Foussa, à la tête c'est Fossa. Oui, par rapport au patois. Foussa, c'est par rapport au patois. L'intérêt En fait, de là, c'est que ça recoupe. En fait, le torrent coupe le gisement de Cambarine, en fait. Et quand on est en haut, quand vous descendez la route en voiture, vous les voyez les filons, en fait. Et donc là, ça le coupe. Et donc c'était là, de part et d'autre, c'est évident qu'on les voyait, en fait. Okay. Il a même eu une négociation à un moment donné, quand la mine communale du Fossa a été bloquée pour plein de raisons, parce que les gens du village ne s'entendaient pas entre eux, ils ont négocié d'aller en face avec le propriétaire de Cambarine pour pouvoir exploiter et tirer du charbon. Et c'est le même gisement, en fait. En fait, ce secteur de Fossa, toute la partie qui est en dessous, la route qui rejoint le Richard, en fait, c'est pas son nom. À la base, c'est le Margaillard. Et ça a été attribué à partir du moment de cette forme de terrain, on disait le Fossa pour désigner cette partie-là. Donc il y avait le Fossa d'en haut et le Fossa d'en bas. Donc là, c'était le Fossa d'en bas. Et au-dessus, le Fossa d'en haut, ça, en fait, son nom, c'est le... Ouais. Ça reviendra. Ça reviendra. Mais le chemin que l'on prend... chemin du facteur. Comment? Chemin du facteur. Oui, mais chemin du facteur, après, on part sur la droite. Non, bon, ça reviendra. Et bon, ça a été attribué, donc le Fossa d'en bas, pour tout ce qui est cette partie en dessous la route, jusqu'à les 35. Et c'était le Fossa d'en haut, sur l'autre partie au-dessus. Et donc toutes les mines, on disait les mines du Fossa d'en haut et les mines du Fossa d'en bas. Et la mine des Ambers, parce que le quartier, c'était le quartier des Ambers. Et l'histoire des deux galeries l'une sur l'autre, dont parlait Christian, là. Oui, il y en avait une qui appartenait à son père, celle-là, elle sortait du charbon, et celle de dessous de mon père, elle sortait des pierres. Mais c'était au Fossa. C'était... Les Ambers. Ah.
je sais pas, moi, 20 mètres de l'autre, donc Au-dessus de la route. Elle y est encore. Il y a... Elle y est encore. ouais, On peut rentrer si on rampe. Oui, je sais oui. Il y a encore un trou, quoi. oui, oui. Il ne faut pas avoir peur des serpents, on peut rentrer. Il y a même les wagonnets encore. Mais c'est sûrement ça, non? Faites passer. Je me rappelle pas. Mais il y avait, avant que ces 2000 soient creusés, donc ça a été creusé en 1834, fait avant d'en arriver à l'exploitation. Percé le travers bas, donc ça a commencé à être exploité en 1836. Et, non, parce que l'entrée, ça tout droit. Moi, j'ai eu ça plusieurs fois. mais auparavant, Très facile d'ailleurs. auparavant, il y avait des mines plus bas. Mais qui ont plus bas par rapport, Ce serait facile par rapport à des 35, par rapport au torrent. Il y avait une mine qui était déjà baptisée la mine des Ampères. Une centaine de mètres. À cette époque-là, En 1910. ils étaient. Et celle-là, elle était à peu près par rapport au torrent, elle est 150 mètres au-dessus. Et elle a été un peu abandonnée. Et c'est quand ils ont élargi la route qu'elle a disparu. Vous n'avez pas vu la regarde. La route, elle date de quand, là, cette route 1898. Ah oui, Mon d'accord. père avait une maison. Dans le fossé, là, c'est Non, 10. l'année 35, Oui. Ouais. de 1898. Ah, c'est- Ces travaux démarraient en 1897. Il y avait un chemin multier quand même avant. Non. Ils étaient 5 ou 6. On passait par où alors? Puis Richard. Non Ah, et puis en bas. La route, en fait, ce que vous voyez comme route, elle est dépendante de la mine. C'est-à-dire qu'ils ont creusé cette route dans l'hiver 93-94, 1800, pour arriver au pied de Combari. Et comme elle était là, la route, ils l'ont prolongée. Elle a qu'une logique minière, cette route, en fait. D'accord. C'est ça qui est fou à comprendre, c'est qu'en fait, l'histoire minière de Briançonnet, elle est partout si on la saisit. Minière, mais c'est à l'époque où aussi il y avait le génie militaire qui voulait pouvoir avoir accès un peu sur toutes les zones stratégiques. Et c'est en fait, d'ailleurs la route, c'est à la base, c'est l'armée qui en a fait la demande et qui a imposé le tracé. Mais elle arrivait, quand vous voyez les trémies là, en face de Combari, il y a la décharge là, il y a 3 trémies de classement du charbon. Et en fait là, il y avait un câble qui arrivait. Il y a eu d'abord une boulotte et 2 câbles qui se sont succédés dans ces années-là. Et il fallait évacuer tout ça. Donc sûrement le génie a voulu poursuivre ça en fait. Mais si on avait été logique, on n'aurait pas fait une route là. Hein. On aurait fait en face. Et c'est pour évacuer le charbon, et là, c'est pas de trace. En 1893, c'était pour l'évacuer à Briançon. D'accord. Mais pas spécialement suivi. Il y avait ce qu'on appelait le pont de bois. Ouais. Et bon, mais ça permettait justement, il y avait des bennes qui passaient au-dessus. Ah oui, Au-dessus, le oui. qui allait au village. Oui. Et au niveau du rabais de Fossa, là, on appelait ça le pont de fer. Les ponts de bois, oui. Le câble de Combarine, il date de 1929. C'est acheté par la Chélez, peut-être que vous avez entendu parler, le charbonnage électricité du Sud-Est, qui avait un très très important projet minier. Qui s'appelait Crémen. Je ne sais plus si c'est exactement eux ou d'autres, mais oui, il y avait ça. Et en fait, l'idée, c'était de relier sous terre toutes les galeries. Donc il y a eu un projet à La Borelle. Sous La Borelle, il y a une maison qui a été faite il y a quelques années. Là, il y avait un puits qui descendait, qui accédait, oui, la route nationale, où il y a une maison qui est en train d'être faite, et il y a une arcade avec un canal le long de la nationale. Je ne sais pas si vous la voyez celle-là. En face de chez la Sable. Et en fait, tout ça devait être relié à l'intérieur. Pour accéder à une usine de nitrite, celle qui est à la Roche de Rame, le problème de la Roche de Rame, la nitrogène de la Roche de Rame, en fait, devait être déplacé ici, parce que l'approvisionnement en eau pour l'usine hydroélectrique était trop alternatif. Donc il l'aurait complété par du charbon. Et en fait, il y a eu la crise des années 30 qui a fait que le projet a capoté, et il y a juste des trous à droite à gauche. Et comme ça a capoté, ils ont mis un téléphérique, un télébène, qui arrivait à la tour,
qui était une mine depuis 1856. Et c'est là que le projet s'est fait d'avoir une usine à Boulay à partir de ces années-là, en fait. Donc il y avait quand même une ambition industrielle, mais qui est morte dans l'œuf, quoi. Qui a capoté très très vite à cause de... Alors on peut penser qu'il y avait une tactique boursière. Il y a toujours eu des tactiques boursières dans l'histoire minière dans les Alpes. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Moi j'ai un gisement là-haut, génial, donnez-moi plein d'argent ». Il construisait 2-3 trucs et il s'en allait au bout de 2-3 ans parce que ça ne fonctionnait jamais. Ça, dans la Romanche, vous en avez plein. Mais pour des mines pas de charbon. Mais là, on pourrait avoir aussi cet exemple-là. C'est une histoire globale, générale, mais qui n'est pas propre à Puy-Saint-André. Et alors, moi, j'aimerais bien savoir où elle était la galerie exactement. Elle est dessous. C'est celle-là la vôtre? Enfin, la vôtre. Ben, c'est celle où il faut prendre... où il y a le filet de sécurité. Quand vous descendez, vous prenez la descente, juste à gauche, vous avez un chemin communal. Vous montez ce chemin et là, au sommet de ce chemin, sur ce plateau, vous avez les deux entrées de mine. Enfin, non, vous avez l'entrée de celle de son père et celle de mon père. Elle est beaucoup plus loin. L'entrée a été détruite parce qu'ils ont fait une espèce de cuvelage pour récupérer les pierres qui tombaient sur le CD35. Donc ils ont un petit peu grignoté l'entrée de la mine de mon père. Et vous disiez qu'elle n'a jamais produit? Cette mine-là? Ouais. Si, elle a produit, mais c'était celle de son père, lui, qui produisait. Et en réalité, ils avaient pris le filon. Son père avait pris le filon avec plusieurs d'entre eux. Et tandis que le mien, le père, il n'avait pas pris le filon de charbon, et il sortait que des pierres, pratiquement. Pas tout à fait. Heureusement qu'il fallait qu'il D'accord. Et combien de temps il a essayé d'exploiter là? Une dizaine d'années, oui. Juste en sortant des pierres. Juste en sortant des pierres. C'est pas très rentable. Heureusement, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient à 4. Eh ben, elle est encore pire. Il y avait Émile Bermond, il y avait Daniel Bermond, et il y avait Joseph André. Et c'était en quelle année? À peu près? Attendez. En 50, même pas. 45, 50. Ouais, juste après-guerre. Oui. 46, 48. Et ils étaient donc têtus alors? Comment? Ben, ils étaient têtus parce qu'ils croyaient toujours tomber sur un filon. Ben, en réalité, enfin bon, heureusement c'était clivé là. Mais c'était pas rentable. Il y a un moment où ils auraient pu arrêter tout ça. C'est pas rentable. Ouais, non, mais le charbon qu'ils exploitaient, généralement, c'était pour la commune et puis les habitants. Non, ils le vendaient. Ils arrivaient un peu à en vendre à la tour. tour. Non, mais vous prenez la mine de dessus, vous les cherchez avec des camions, des Sorères, c'est la marque des camions. Non, il y avait priorité aux habitants aux de la commune. ouais. Non, ça n'avait rien à voir. Les habitants, ils avaient droit à un tarif préférentiel. c'est tout. Voilà. Alors, Et encore en payant. Au départ, la mine communale, elle, par contre, c'était réservé aux habitants de Puy-Saint-André. Et il avait quand même été donné l'autorisation de vendre aux gens de l'extérieur, mais à condition que ces personnes-là, déjà à un prix nettement plus élevé, et à condition que ces personnes viennent le chercher elles-mêmes. Il était interdit d'exporter le charbon. D'accord. Et du coup, les mines qui donnaient du charbon réellement, est-ce que les gens vivaient bien de ça c'était quoi le... Ouais. Si ceux qui exploitaient le charbon, tel que son père, ils vivaient bien. Ils vivaient très bien. Il n'était pas tout seul, il y avait Marcel Guy, il était 6, mais bon, au même pied d'égalité. Ils vivaient très bien. Ils avaient une très forte demande, donc ils sortaient beaucoup de charbon, ils tournaient à 2, on va dire en 2-8, c'était un faux de 8, ils tournaient en 2-8, et donc par équipe de 3. Donc il y en avait un qui était ce qu'on appelle à la butte, c'est-à-dire celui qui piochait, et les deux autres, donc il y avait 2 wagonnets.
chacun avait son wagonnet, donc il remplissait les wagonnets, il les sortait et puis rentrait les wagonnets. Et donc un wagonnet, c'est une capacité de 500 kg. Et dans la période, il y avait des moments où il fallait aussi boiser, donc il fallait, mais souvent c'était eux, au départ c'était eux qui allaient faire leur bois, donc la commune leur attribuait des lots, et puis sinon ils achetaient du bois, ils faisaient venir du bois de Guillestre et du bois de Savine, donc il y avait une grosse consommation de bois, et donc la mine elle était en plein rendement, et au fort de l'exploitation, ils sortaient 300 tonnes par mois. Donc c'était pas que l'hiver. Ben, la mine communale, elle, travaillait deux périodes dans l'année, justement pour éviter les risques de ruissellement, et parce que aussi les gens, en période d'été, ils étaient au champ. Oui, c'est ça, bien sûr. Le fait que les mines paysannes travaillent l'hiver, l'été, pardon, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Alors que là, la mine dans laquelle travaillait mon père, il travaillait toute l'année. Qu'il y ait du travail posté, qui travaille l'été, qui l'exporte, c'est exceptionnel. Et je croyais qu'on n'avait pas le droit de l'exporter. Ah oui, Ça mais là, dépend après, c'est la période d'après. les temps ont changé. Et là s'il chronologie, tournait ouais. par 3, tu dis, Ouais. automatiquement, l'été, il faisait aussi le boulot avec l'agriculteur. Non. Non, que les mines. Il faisait le boulot d'agriculteur. Quand ils étaient en 2-8, Oui, celui qui travaillait ouais, là. ouais. Voilà. Ouais. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pas pour l'achat du bois, même de la ferraille pour les wagonnets, c'était ça. La ferraille, disons que la ferraille a été dérobée. D'abord. Ben ouais, mais il faut le savoir. Alors, initialement, ils avaient des rails en bois. En bois, au départ, oui. Et puis, au départ, disons qu'ils n'avaient même pas de rails du tout, c'était à la brouette. À la brouette. À la brouette, donc les brouettes, c'était des brouettes d'une capacité d'une cinquantaine de kilos. Ça, il n'y avait pas les pieds. Et après, disons que ça fonctionnait un peu mieux. Ils ont installé des rails en bois, ils ont fait confectionner des wagonnets. Et cette ferraille, il y a eu la route pour la construction de la route de Piolier à Ratière. Oui. Et là, ça s'est fait pendant la guerre. Et détournement donc, il y a eu des rails qui avaient été fournis pour amener les remblais pour construire cette route. Et c'était stocké à un endroit, et puis voilà. D'accord, disparu. Ils sont déplacés. Ils ont rendu service ailleurs. Voilà. Mais bon, ils n'ont pas utilisé des kilomètres. Oui. Mais bon. Ben oui. Et on les voit, hein, quand on va à la mine, la section des rails, c'est pas la même. Donc ils sont approvisionnés dans des endroits différents. Et la mine du Fournel qui a fermé en 1907, elle a été pillée. Mais comme la mine de Combarine, on va remettre 3 wagonnets, il y en a 2 qui ont servi d'abreuvoir là-haut, quoi. Dès que ça a fermé, on s'en sert, quoi. Alors ce départ de route qui a entré depuis Saint-André, donc qui s'enfonce vers la mine, c'est eux qui l'ont creusé. Parce que à un moment donné, pour pouvoir, quand il y a eu cette forte demande, il y a eu le marché, donc il y a des camions qui montaient, donc ils faisaient reculer le camion en marche arrière, donc ils chargeaient à l'appel le camion, et puis après, ils ont pris l'idée qui existait déjà par ailleurs, d'installer des goulottes. Des goulottes, oui. Et donc le camion se mettait en bas sur la D35. La D35, et puis parce que les camions, il y avait aussi ceux qui avaient la commune, les habitants de la commune qui venaient avec leur tombereau, ou même des gens de l'extérieur qui venaient avec le tombereau, qui commercialisaient le charbon. Il y a quelques rails qui servent de piquet de clôture. Oui. Il y en a sur le chemin du Cerf, il y en a aussi après Puy-Chalvin, au virage à la sortie de Il y a des Puy-Chalvin. choses qui ont disparu. Ils sont plantés dans le sol, ils servent de clôture. Il y a la plupart des goulottes qui ont été par la suite été récupérées pour le canal de la Cime. Ah oui. L'énorme avantage qu'on a, c'est que
à partir de 54 jusqu'aux années 90, il n'y a personne qui a vu cette mine en fait. Elle n'a pas eu le temps d'être pillée. Là, on a une photo de 92, et les photos qu'on a vues de Jean-Christophe Keck, c'est les années 90. Ça a été mis au musée de la mine. Ce wagonnet-là, il est au musée de la mine en haut de la Gargouille. Il y a des objets miniers, je ne les ai pas amenés, mais ils sont inventoriés à la mine du Fournel. On a cette chance unique d'avoir à la fois des photos, des témoignages et des objets qu'on pourrait remettre en place. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a quand même de cet endroit-là. Ce qui s'est passé, c'est que quand la mine, en fait, ils ont perdu. Il y a eu cette histoire d'après-guerre, mais pendant la guerre, disons que, étant donné que il n'était plus possible d'approvisionner du charbon du nord de la France, donc il était sur la ligne de démarcation, donc c'est de là que il y a eu cette forte demande dans le Briançonnais, et ils ont la mine a fonctionné on va dire à plein pot. Et puis, après-guerre, il y a eu la reprise économique, donc il y a encore eu une forte demande, et après, ils ont perdu leur marché. Parce que, ça y est, en France, tout avait redémarré. Après, il y avait les charbonnages du nord de la France qui reproduisaient à nouveau, même du centre de la France. Donc, ici, ma foi, il y a un gros problème de transport, les difficultés, la neige, l'hiver, ci et là. Donc, ils ont perdu, parce qu'ils vendaient quand même, à une époque, c'était même le tonnage du charbon, ils le vendaient très cher. Et tout ça, ils l'ont perdu, donc ils ont fermé, ils ont arrêté du jour au lendemain de produire, parce que ça ne servait plus à rien. Et comme ils ont fermé, tous les outils, tout ça, tout est resté sur place. Et plus personne ne s'est retourné pour aller chercher quoi que ce soit. Tout a été abandonné. Et il y a beaucoup de gens sur Puy-Saint-André, même des gens originaires de Puy-Saint-André, qui ont perdu cette notion de mine existante sur la commune. C'était ça les paramines qu'ils utilisaient pour creuser? Oui, ça c'est pour qui me l'a confié, ouais. Élie Martin depuis Chalvin. Oui. Et ça, en fait, c'est pour mettre des bâtons de chélite. Donc, ils faisaient le trou. Ici, ils n'ont jamais trop utilisé, mais souvent, ils utilisaient un demi-bâton. En fait, c'était pour un peu éclater. Et puis, parce que c'était pas il n'y avait pas une dureté suffisamment conséquente pour nécessiter de miner à outrance. Mais ça leur arrivait de miner. C'était assez rare. Parce que soit on attaque au rocher, soit on attaque dans la couche. Dans la couche, il n'y a pas besoin de miner. Oui, quand ils ont percé le travers-bas, ils ont miné pour arriver à tout percer tout un tarot rocheux. Mais une fois qu'ils ont fait passer le travers-bas, après. Le travers-bas, c'est. Le travers-bas, c'est toute la partie roche. Ouais. Okay. En fait, tout au long du 19e, on va exploiter de manière très très archaïque le charbon. C'est-à-dire qu'en fait, il se présente souvent comme ça, la veine elle est comme ça, la montagne elle est là, et en fait on va creuser. L'hiver va arriver, l'eau va s'infiltrer, on recreuse au-dessus, on recreuse en dessous. Il n'y a pas d'investissement à long terme. On est toujours dans une logique de cycle annuel qui est très paysan en fait. Ça, par exemple, si vous allez au nouveau refuge qu'ils ont fait au Pont de l'Alpe, vous avez un morceau de colline où il y a des troncs comme ça, les uns à côté des autres. Jusqu'en 1943, ils ont exploité comme ça. C'est-à-dire c'est proto-historique. Mais à partir d'un certain moment, on estime autour des années 1870-80, parce qu'il y a un service des mines qui vient, il va répéter inlassablement que c'est pas une bonne technique. À Puy-Saint-André, pour plein de raisons, on va commencer à passer comme ça. Et donc, au lieu d'aller directement dans la couche par-dessus et qu'il y a plein d'eau, on va l'attaquer par-dessous. Mais pour l'attaquer par-dessous, il faut avoir un temps d'investissement d'1 an ou 2. Il faut faire un travers-bas, en fait. Et là, quand on est là, après, on l'attaque par-dessous, il n'y a plus qu'à faire tomber. Mais il faut être en capacité d'avoir cette réflexion, d'avoir la connaissance du site et d'avoir les moyens de creuser un travers-bas, les moyens techniques et les moyens financiers aussi. Chose que n'avaient pas les Au Pont de l'Alpe, c'est le RTM qui est exploité. Non, pas au Pont de l'Alpe. Vous en êtes sûr? Ouais. Moi, si je vous amène un gars qui a travaillé, qui habite à Villa-Raté,
Non, c'est au Fraissinet à Monétier, non? Non, c'est au pont là. Et le RTM, pourquoi ils auraient exploité là-bas? Une idée. Non, je crois pas. C'est le Moi, je connais BRGM. bien un bonhomme qui a travaillé avec moi, qui habite à Villars-Bâté, qui a travaillé là. Ouais, je vais pas vérifier. J'ai un intérêt. Non, mais c'est pour ça que Ça s'appelle Monsieur Champ. la mine des Anvers, là a travaillé mon père, donc ça a démarré en 1934. Bon, mais il a fallu attendre 2 ans avant de trouver la première veine de charbon. Et, oui. Et du coup, je comprends l'utilisation de wagonnets qui permettent de déplacer 500 kg. En fait, Ben là, à cette époque-là, à l'horizontale, à cette époque-là, il n'y avait pas de wagonnet. À cette époque-là, c'était tout à la mer. Ouais. Il avait c'est la brouette. Ouais. Et bon, ben, donc avec un passage qui était pas plus large que la brouette. Mais du coup, avec le chariot, on ne peut pas creuser le long d'une veine et la suivre parce qu'elle n'est jamais horizontale. Finalement, il faut faire une galerie horizontale jusqu'à la Donc, veine. ils ont tendance à creuser horizontalement parce que, bon, malgré tout, il y a des infiltrations, il y a l'eau qui ruisselle, donc il faut malgré tout évacuer toute cette flotte. Et bon, après, quand ils arrivaient à la veine de charbon, ça pouvait être démarré avec une épaisseur de 10-20 cm, et puis après, sur une hauteur de 4 mètres, voire 5 mètres de haut. Et sur des largeurs, c'est pour ça qu'après, il fallait vraiment étayer pour éviter que tout leur tombe sur la figure. Il y avait, suivant là où ils étaient, bon, ben, il y avait ce qu'on appelle le toit. Donc là, c'était la roche. Donc là, ça ne leur posait pas de souci, mais suivant la nature du rocher ou de la roche ou de la pierraille ou de la terre, là ils étaient obligés de mettre ce qu'on appelle des chapeaux, et généralement ils faisaient ça tous les 2 mètres. Et là, c'est là qu'il y avait une énorme consommation de bois. Il faut dire aussi qu'il y avait du grisou, il y a des gens qui ont perdu la vie. Alors, pas sur Puy-Saint-André. Alors, sur Puy-Saint-André, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Mais c'est pas à suite de coups de grille. Ça, c'est à Combarine. Et à Puy-Saint-André, il n'y a pas eu ce problème. Il y en a 2 qui sont morts, mais pour d'autres corps. Il y a bien eu des coups de grisou quand même. Pas à Puy-Saint-André. François, il a bien été brûlé. Et le François, comment il est devenu Pas à Puy-Saint-André. à Combarine. Et pourtant, il a bien eu des coups de grisou parce qu'il avait toute la figure Pas à Puy-Saint-André. Et puis très rarement, il est mort aussi dans la Il y en a un qui est mort parce qu'il s'est pris le charbon. C'était Julien qui était maire à l'époque, donc qui travaillait, enfin, il travaillait à la mine de Combarine, et il avait également la concession sur Puy-Saint-André. Et il avait pris Roger. Oui. Barnéo. Voilà, Barnéo. Facile. Voilà. Non, mais c'est. Il avait pris Roger pour travailler pour lui. Et lui, il y a le charbon, un gros bloc de charbon qui lui a mis dessus et il est mort comme ça. C'est un Barnéo Rousseau, je crois, qui était depuis Chalbert, chez Barnéo, qui a pris le bloc sur la tête. Chalbert, peut-être. Oui, de la famille à Sidonie. Le coup de grisou intervient dans un massif de charbon qui est de bonne qualité. Combarine, Villars. Mais ailleurs, il y en a eu très très peu. Oui, parce que ça dépend de la qualité du charbon. charbon. Donc en fait, à Combarine, c'est juste le non-suivi des consignes de sécurité qu'on fait ça. C'est d'ailleurs pour lequel ils ont changé ces lampes. Oui. Parce que pour faire des coups de grisou avec ça, c'était... Oui, ça c'est des lampes à feu nues qu'utilisaient les mineurs paysans. Des lampes à carburant. Mais ils avaient des lampes de sécurité à partir des années 1880 qu'ils ne sortaient que quand il y avait la visite de l'ingénieur en fait. Elles éclairent vachement mieux que des lampes de sécurité. Mais ils n'en avaient rien à secouer et ils faisaient leur avec. Ouais. Alors qu'à Combarine, non, il y avait quand même des consignes de sécurité qui étaient plus importantes. Mais oui, il y a eu 2 accidents. Il y a eu très peu d'accidents en Briançonnais parce que la qualité du charbon est très mauvaise en fait. C'est un anthracite, c'est une poussière en fait. C'est de la poussière. C'est de la poussière en fait, en général. C'est du pétri. C'est du pétri, voilà. Ça se trouve dans le poil.
Bon, sur Puy-Saint-André, il y avait aussi, il n'y avait pas des profondeurs de galeries conséquentes. Celle des Albert, oui, mais la mine communale, il n'y avait pas des profondeurs conséquentes. Mais c'était toutes communales, les mines, elles étaient sur la commune. Non, elles étaient sur la commune, mais il y a ce qu'on appelait la mine communale, et après, c'est des concessions qui ont été attribuées à des particuliers. Mais non, mais l'autre, elle avait l'appellation mine communale, c'était la commune qui gérait. Là, après, c'était plus le cas. Moi, j'ai jamais vu ça, pourtant, ça fait un moment que je suis en mine. C'est parce qu'en fait, il y a des périodes historiques différentes. Au début, la concession est privée à 2 personnes, en 1836. Cette concession-là, en fait, ce sont peut-être des hommes de paille qui interviennent au nom du village. Et tout de suite après, ils font une espèce d'entente, parce qu'ils disent une espèce de société, où ils sont les 2 plus les 26, dont le maire de l'époque. Et c'est là qu'elle devient communale, en fait. C'est ça qui est super intéressant, c'est comment les sociétés locales et les communautés ont résisté aux bourgeois, aux notables et ceux qui étaient riches. Et il y a des villages qui ont pu résister, et à Puy-Saint-Pierre, ils n'ont pas pu. Parce que le Laurençon qui a mis la concession, c'était un pharmacien qui avait des moyens et qui les a eus à Puy-Saint-Pierre. C'est pour ça qu'à Puy-Saint-Pierre, vous avez Combarine, qui a toujours été une mine soit patronale, soit industrielle dans le temps, et que là, ils ont pu mettre en œuvre des moyens industriels très très forts. Mais juste au-dessus de la route, vous avez la concession de Praria, qui est toujours sur Puy-Saint-Pierre, et qui a été exploitée avec des wagonnets en bois et des rails en bois jusqu'aux années 50. Parce qu'elle était paysanne, en fait. C'est ça le truc. Et c'est qu'à Puy-Saint-André, ils ont eu la menace de gens qui étaient en bas, à Saint-Blaise-et-Chamandrin, où il y avait les premières galeries. Quand ils ont vu ça, ils ont flippé à Puy-Saint-André. Ils ont dit, on va se faire embarquer notre ressource, en fait. Donc ils avaient la mine qui était sur le territoire de Briançon. Oui, parce que la frontière... Et puis, ils ont creusé une galerie, il y avait un filon qui les amenait, et qui passait, et ils arrivaient sur le territoire de Puy-Saint-André. Donc, ils ont demandé l'autorisation, ils ont fait une demande pour avoir une concession qui couvrait une superficie de, je ne sais plus combien d'hectares, et donc sur Puy-Saint-André. Et là, entre la municipalité a poussé 2 mineurs qui avaient déjà une mine aux Anglais, à faire une demande de concession. Enfin, ils ont fait ça ensemble. Ils ont fait une demande de concession qui couvrait tout le territoire que l'on connaît à l'heure actuelle de Foussa. Et ils ont empiété, ils ont demandé également le périmètre de ceux qui avaient l'auto, je ne sais plus comment il s'appelait, ils ont demandé le même périmètre que les autres. Finalement, ça ne leur a pas été attribué, mais c'est de là qu'est né ces concessions sur Puy-Saint-André. Et en fait, ils se sont montés en équipe, les 28, ils avaient un règlement minier, mais qui était de dire, on ne vend jamais à l'extérieur, le prix est fixe, le prix est très très bas pour favoriser les consommateurs, mais comme le prix est très bas, on ne peut pas avoir les moyens d'exploiter de manière plus rationnelle. Et ça a toujours été la tension qu'il y avait, c'est-à-dire soit on réserve un prix pour les habitants à des tarifs défiant toute concurrence, mais donc on n'a pas les moyens techniques d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur. La mine du Fossat communal, elle n'a jamais fait plus de 100 mètres de profond. C'est pas une raison technique, hein. Les mines de Villars, elles allaient à 600 mètres de profondeur. C'est parce qu'en fait, techniquement, ils n'arrivaient pas à pousser plus loin. Et il y a toujours eu cette tension entre consommateurs et producteurs. Ce qui a fait qu'à partir, il y a eu des procès, donc on a plein de traces de procès dans les années 1846, et ils vont monter un système d'affermage à la population, etc., de le réserver toujours à la population, et ce système va péricliter en 1886. Là, ils n'y arrivent plus du tout, et c'est là que ça libère un peu les choses. C'est-à-dire que la concession est toujours communale, elle est toujours gérée plus ou moins par la commune, mais c'est après des gens qui sont libres et des artisans qui exploitent localement. Exploiter, de commercialiser. Et de commercialiser. Alors qu'avant, c'était complètement clos, et c'est un communalisme, pas communisme, un communalisme qui est le plus intégral qu'on a sur la cinquantaine de concessions minières. C'est lui le plus violent, c'est lui le plus radical, c'est lui qui va au fond des choses. À Villars, ils ont vite compris qu'il ne fallait pas être aussi têtu. Voilà. À Puy-Saint-André, c'est resté comme ça jusqu'en 1886. C'est à partir de ce moment-là que ça se libéralise, le mot n'est pas tout à fait juste, mais ça s'ouvre, et là, les gens vont pouvoir exploiter et s'enrichir, plus ou moins.
Au départ, l'obsession de la municipalité, c'était de fournir du charbon, parce qu'il y avait quand même un gros problème de pouvoir se chauffer, de fournir du charbon aux habitants. Et donc, de là, ils avaient désigné 2 personnes pour s'en occuper, mais techniquement, ce n'était pas fait dans les règles de l'art. Donc, il y avait, on piquait, on sortait du charbon, mais on ne boisait pas, et puis ce qui fait que bien souvent, ça s'est boulé à droite à gauche. Et il y a eu des incidents qui ont fait que petit à petit, la municipalité s'est un peu détournée de tout ça et de là distribuer des concessions, mais en restant, disons, externe à toute cette exploitation. Pour ne pas être responsable. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous avez déjà essayé pour l'expérience de vous chauffer avec du charbon? Quelqu'un a encore du charbon Oui, jusqu'il n'y a pas si longtemps, il y avait tout le monde qui 20 ans après, on chauffait qu'avec ça. Hein. Tout le monde avait un stock assez conséquent dans sa cave de pétri, c'est ce qu'on appelait le pétri, donc la poussière de charbon. Okay. Voilà, ils se chauffaient avec ça. Ou du boulet. Ça pue, ça fait... Non, les boulets sur plus cette avril, il n'y en avait pas. Non, je parle pas. Non, le boulet était fabriqué à... Mais ça chauffait pas ce pétri. Ah, le pétri. Il n'y en avait pas, mais on pouvait Marcel Pardigou, ne pas le nommer, quoi. Il s'est chauffé au charbon quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Il en a brûlé dans sa cuisinière, dans sa maison. Marcel Pardigou, on sait. Vous n'avez pas connu Joseph, le frère de Séraphin? Oui. La même chose. Bien sûr. Mais lui, il chauffait avec des boulets. Ben, moi, je ne sais pas si c'est parce que mon grand-père avait la concession, mais dans la cave, il y aurait encore de quoi se chauffer pour le moment. Mais bon, ça dégage quand même. Ça Au 18e, il y avait des enquêtes faites par les militaires pour dire est-ce que c'est possible qu'on se chauffe au charbon? Et comme toute nouvelle technologie, il y a des espèces de paniques qui font peur. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Et bien là, il y avait des rapports qui étaient envoyés à Grenoble, à l'armée, etc., pour savoir s'il y avait des problèmes de sanitaire, d'hygiène, etc. Et il y a une légende qui raconte qu'il y a eu des morts au Fort des Têtes. C'est une légende. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas eu des problèmes de monoxyde, parce qu'on ne maîtrisait pas la technologie du chauffage au charbon. En fait. Mais une fois qu'on n'a pas eu le choix, en fait... Je vais vous dire ici, il y a pratiquement 2 personnes qui ont manqué y passer, demande aux parents de René Bermond pour se chauffer avec ces histoires-là. Parce qu'ils avaient mis un poêle à l'intérieur de la chambre, et encore un peu, le matin, il ne se réveillait pas. Et vous pouvez lui poser la question, je n'invente rien. Monoxyde. Et en fait, la mine du Fossa, on a les plans de 1870 et 77, parce qu'ils se sont tellement affrontés, il y a eu tellement de procès sur cette fin d'exploitation, qu'on a les plans exacts en fait. Et on peut retrouver toutes les entrées que vous voyez, les terris qu'on a là-haut, on les a parce qu'il y a cette conflictualité qui existe. Et donc, l'idée qu'on a, c'est de refaire les 3 galeries qui sont, les 3 entrées, pardon, les 2 entrées qui sont là, qu'on voit, enfin on les voit assez difficilement. Celle qu'on est en train de refaire avec les éclaireurs, elle est un peu au bord, parce que c'est sûrement une reprise postérieure et on a trouvé un rail. C'est le chemin du facteur qu'on voit? Non, ça c'est la route. Ah, c'est la route, d'accord. Le chemin du facteur, il va être là, il va repasser ici. C'est la limite de commune. Voilà, c'est la limite, c'est la route. Le torrent, ouais, c'est la route. D'ailleurs, vous avez encore les 2... Et en fait, là, si on remarque... Il y a un petit... de chaos. Elle est plus claire, celle-là, pardon. Elle est plus claire. Le torrent est là, c'est la même. Hein. Quand on les superpose, c'est la même, il n'y a pas trop d'erreurs. On a ces 2 entrées qu'on a retrouvées, elles sont visibles. On a enlevé les gros cailloux, là, il n'y a pas longtemps. L'entrée qu'on va refaire belle, elle est plutôt ici, parce qu'on pense qu'ils ont voulu le rechoper ultérieurement, que les années 70. Et en fait, là, vous avez 2 ou 3 galeries qui sont ici. On a encore les terris, on les voit bien. Oui. Et il y a même une galerie où on dirait que c'est un truc pour les bêtes. Et en fait, elle a servi vraisemblablement de poudrière. Et il est possible qu'on la réouvre pour y stocker des objets, qu'on puisse la faire. Vous pensez la faire visiter? Ouais. Enfin, ça fait partie. Quand on a monté le projet il y a 3 ans, il y avait des choses qu'on ignorait. Donc il faut qu'on rectifie 2-3 trucs. Et on va proposer aux communes de l'ouvrir pour la fermer à clé et mettre des choses dedans. Et par rapport au torrent, on est sur quelle commune?
J'allais dire chez nous, mais je dois être neutre. C'est juste. C'était neutre. Oui, mais le four à chaud, il est. Et le four à chaud, il est chez eux. Ouais. Si on est dans un tout, hein, mais... On va faire un troc. Et après, Oui, non. Oui, ils en ont plein des galeries. Donc, il y a un petit virage. ce qui est plus logique. Hein. Non, non. Autant dans la mine paysanne, on ne peut pas choper la silicose, parce qu'on est tout au pic et ça dégage très peu de poussière, tandis que la silicose intervient quand il y a cette poussière qui est dégagée par les marteaux-piqueurs aussi. Il y a eu aussi, on parlait des accidents et des gens qui sont morts, quand vous travaillez dans une petite société, vous êtes 2, 3, 4 artisans en fait, quand c'est votre frère, votre oncle, votre cousin, faites très attention. Quand vous êtes au 3-8 à Combarine, vous avez moins... vous êtes poussé par le rendement, hein, on a eu le témoignage tout à l'heure, il fallait sortir des wagonnets, on ne boisait plus dans les années 60, et ben, c'est là que les accidents interviennent en fait. Donc ça c'est voilà, pour vous montrer deux mondes. On n'a pas de photo de paysans mineurs à part celle-là, mais qui est de Maurienne, en 1866. On peut penser que les paysans mineurs briançonnais ressemblaient à ça, on peut le penser, on n'est pas sûr. Et là on a un document qui est un hasard, qui est des paysans mineurs, qui sont, si vous reconnaissez l'endroit, indice. C'est un chien, ça. C'est ça. Non, c'est pas un chien. C'est le bâtiment qui est sur là. la route de l'Otaret, là. Alors on est où Là, sur la route de l'Otaret, Ouais. juste après le comment ça s'appelle On est à Monétier, c'est les bains. Oui, voilà. Ah ouais. Derrière. Ah Là, oui. le gars a dû vouloir prendre en photo les bains, parce que c'est le truc prestigieux au début du XXe siècle, on se balade pour le tourisme. Et en fait, il prend deux choses. Il prend des mineurs qui sont en train de descendre leur charbon en ramasse. Voilà, il y a une image comme ça en Briançonne. Et donc, C'est en hiver aussi. c'est en hiver. Et donc c'est dans le vallon de la Moulette où il y a eu la mine de la Benoîte, qui a été une mine industrielle après, mais qui était donc une mine paysanne au départ, quoi. Donc on imagine les conditions de vie. Quand vous allez au Chardonnay, voilà, c'est en 1893, je crois, il y a une avalanche. Ils montaient le lundi matin à pied jusqu'au col du Chardonnay, qui est à 2000, presque 3000. Hein. Il y a une avalanche qui les emporte d'ailleurs. À partir des années 90, il y a un intérêt pour les mines, et il y a un ethnologue qui va venir à Purichard pendant 1 an ou 2, et il va beaucoup étudier ça. Il y a un archéologue qui est maintenant basé à l'Argentière qui va étudier ça, et au début des années 90, on a beaucoup de photos, d'inventaires, de choses comme ça. Donc il y a beaucoup de documentation qui sont là. Et après, je vous montre quelques photos de à quoi ça ressemblait. Ça, c'est Combarine. Voilà. Ça, c'est le boulet. Il est fait dans cette espèce de presse rotative qui était à la tour. Le casino est construit sur une ancienne usine à boulet aussi. Ok. Et il y en avait une troisième, je ne sais plus où elle était. Joseph. À MJC. Voilà. J'aurais bien aimé voir une photo de paysans mineurs, parce que quand on voit les murets en pierre sèche dans le village, on se dit qu'on n'est pas bâti pareil. Ouais. Donc là, il y a une légende sur cette photo. C'est là qu'à un moment donné, il faut faire preuve un peu d'histoire, je pense. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est prise après-guerre et que comme il est grand, il est allemand et que ça serait un prisonnier de guerre. On va laisser les gens penser ça. Hein. S'ils veulent, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Et on voit les deux types de lampes de sécurité qu'il y a. Et derrière, vous voyez l'exploitation de Combarine, où là on a des photos de Combarine. Il y a un gars qui s'appelait Orjas et qui a fait une vingtaine de photos. Voilà. Lampe de sécurité. Donc là, c'est tout ce qui est Combarine. Combarine, on a des photos parce qu'il y a un gars qui a fait Combarine, quoi. Qui a fait des photos. Ça, c'est le village. Moi, la mine de Roche-Pessin, elle était ouverte, je pense que c'est accessible. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Oui, bah là, on est en train de sécuriser l'entrée. Oui. Les travaux qu'il y a, c'est ça. Juste à la tour depuis Saint-Pierre. Ah oui. Et alors là, on a deux deux couches de rocher. Il y a une veine qui fait 60 de haut. Oui, oui. C'est un synclinal. Et en fait, là, c'est par exemple, l'idée de faire ces échanges, c'est d'échanger des photos. Et là, on a trouvé cette photo-là dans un fonds il y a 1 mois. C'est le service du patrimoine à qui j'ai fait visiter pour qu'ils aillent faire des visites à Combarine dès cet été. Et en fait, c'est cette très très belle photo de Combarine. On descend le minerai à la mine de la Tour qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la zone commerciale à la mine de la Tour. Il reste ces bâtiments. Hein. Quand on se promène en voiture ou à pied, on les voit. Et en fait, le petit bout là, c'était le téléphérique qui arrivait de Combarine. L'usine était là. Et après, on évacuait le charbon par des rails vers la route qui mène au PGHM, à la DZ. Et ils ont trouvé cette photo-là parmi tout un stock de trucs. Et en fait, ça venait tomber là-dedans dans une traînée et ça chargeait les trains.
train qui ne pouvait pas aller bien loin parce qu'en fait, avec les secousses, les boulets se brisaient. Donc c'était vraiment une exportation qui était très limitée dans le temps pendant les guerres en fait. Et moi je la trouve très très belle cette photo parce qu'elle a un cadrage. Enfin voilà, celle-là elle date de 1905 je crois. Moi je dirais 800. Oui, 1800. Et donc l'intérêt de ça c'est de faire sortir des maisons et des photos, des témoignages et des. Voilà. Mais je me dis que des fois, là, vous allez reprendre un album photo ce soir en entrant, et peut-être que vous allez voir un outil qui traîne sur la photo, parce que dans les années 60, je sais pas, on a pris la photo de devant la maison, et il y avait un sac de boulets. Je me dis ça, je sais que les photos des mines, on n'en trouvera pas ou plus, on ne sait jamais. Hein, il y a un film sur Freycinet qui date des années 60, miracle. Mais voilà, moi ce que j'aimerais trouver, c'est des indices indirects en fait, de se dire ah ben tiens, moi j'ai vu fonctionner ça en telle année, etc. J'ai introduit le propos en disant qu'il y avait un effacement des mémoires et des paysages. Il faut savoir que ça c'était la maison du directeur à Combarine, prise dans les années 90, et que c'est l'État, notre très cher État, qui a décidé de tout détruire. Hein. L'État, pour des raisons dites de sécurité, a décidé de tout raser, le patrimoine minier briançonnais, sans archéologue, sans études historiques, sans rien. Voilà. Ils ont enlevé comme ça. Ils ont tout enlevé. C'est pour ça que je pense qu'on a quand même une responsabilité dans le fait de transmettre ça contre un État qui renvoie à cette idée quand même qu'on avait un fonctionnement très communautaire et qui fonctionnait plus ou moins bien. Pas porter de jugement, et un État qui est arrivé et qui a quand même plus ou moins cassé ces fonctionnements communautaires qui ont à peu près fonctionné jusqu'à la Première Guerre mondiale, voire un peu plus après. Mais... Si vous avez d'autres choses à dire, ben, n'hésitez pas, nous on est là pour enregistrer voilà, tous les témoignages qu'on peut avoir, des photos, des objets, et que le projet il est en cours et qu'il n'est pas, clos, il n'est pas figé, et qu'on a... Alors maintenant, les sous, c'est figé, ça y est, depuis 15 jours, c'est réglé. Mais à travers ça, on peut arbitrer à faire un peu plus, un peu moins, un peu des choses comme ça. Donc on espère vous retrouver sur des moments comme ça. Voilà. On devrait réouvrir l'entrée de la mine aux Anvers. Mais c'est ce qu'on... Celle de mon père. On va déjà commencer par y faire un tour. Parce qu'en plus de ça, vous trouverez tout le matériel qu'ils utilisaient, parce qu'il y a une partie qui est tout sur la roche. L'entrée, la mine, ça tient. C'est tout en roche. Donc ça tient. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire au niveau d'ouverture. Oui, je pense 15 coups de pelle et on rentre facilement. Ouais, je pense que même fait. Déjà en rampant, on rentre. On rentre, mais on va essayer d'y aller en mode... pas furtif. Mais il y a quelqu'un qui revient, il y a un expert géotechnique là, qui est en Guyane 6 mois de l'année, et je veux lui montrer des galeries qu'on a revues pour voir si on peut amener des gens. Et il ferait ça gratuitement parce qu'il faut admettre qu'il y a plein de gens qui sont de très très bonne volonté pour faire avancer ce projet pour aider en fait. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont partants ou qui prennent des sommes d'argent très réduites parce qu'ils ont envie de voir déboucher ça. Quoi. On est sur du 170 000 € tout compris. Et actuellement, est-ce qu'il y a un risque de rentrer dans ces galeries? Est-ce que vous avez le droit d'amener des gens dans les galeries? Oui, il faut prendre un arrêté municipal. Par arrêté municipal. Par arrêté municipal. Parce que s'il arrive un accident, qui va être responsable? La mairie. Donc il faut tout fermer en fait. Dès qu'on ouvre, on ferme en fait. Mais c'est tout. Il n'y a pas de souci majeur. Hein. Ça fait à Roche-Pessa, ça fait 100 ans que ça tient et il n'y avait pas de pierre par terre. Sauf au bout où ça s'est tout effondré, mais une fois que c'est tout effondré, c'est tout effondré. Il y a toujours un risque. Après. Et c'est boisé, la mine dont vous parlez? À Roche-Pessa, il y a 3. Ouais. Il y a 3 boisages et on va en remettre. D'accord. Parce qu'il y a 2-3 zones qui craignent un peu. On va profiter de l'hélicoptère pour faire monter les bois et on les installera dedans. Et ça permettra aussi d'avoir une ambiance mine boisée.